Bonjour et bienvenue dans ESS On Air. C'est la seule émission de France où les acteurs de l'économie sociale et solidaire s'expriment sur l'actualité. C'est une semaine sur deux, c'est en direct sur nos réseaux sociaux, sur YouTube en particulier, où vous pouvez bien sûr poster vos commentaires et où vous pouvez vous abonner. Et l'actualité cette semaine, eh bien, elle est à nouveau essentiellement concentrée sur l'Ukraine. Encore un petit peu sur l'élection présidentielle, même si elle passe au second plan. On va donc parler politique aujourd'hui, mais aussi solidarité pour l'Ukraine, mobilisation associative et finances solidaires, avec nos deux invités de la semaine. Frédérique Freunder, d'abord. Bonjour. Frédérique. Alors, Frédérique, Bonjour, elle est déléguée générale du mouvement associatif. C'est un mouvement qui est l'interlocuteur des pouvoirs publics pour développer une politique de vie associative. Et vous rassemblez au travers de vos membres 700 000 associations en France, Frédérique. Eh oui, à peu près. C'est énorme, Le compte n'est pas absolument exact. C'est quoi, c'est presque une association sur deux? Oui, c'est ça. On estime c'est à peu près une association sur deux, évidemment. C'est compliqué d'estimer le tissu associatif, mais on est autour de ça. Oui. 1,5 million d'associations en France. Et notre deuxième invité, c'est Patrick Sapie. Bonjour Patrick. Bonjour Frédéric. Il est directeur général de FAIR. FAIR, c'est le nouveau nom de Finansol, qui élargit désormais son champ de travail historique sur la finance solidaire avec le label Finansol que vous connaissez, à toute la finance à impact social. Patrick, c'est quoi la finance à impact social ? C'est une finance qui privilégie l'impact social par rapport au rendement financier, et on est un collectif d'acteurs et de praticiens, à peu près 130 aujourd'hui, qui mixent entreprises de l'ESS et puis acteurs financiers, banques, sociétés de gestion, fonds d'investissement, qui ont un seul objectif, c'est développer l'impact social avec la finance comme outil. Alors, comment regardent-ils l'actualité économique, sociale, politique? Quelle est leur propre actualité? C'est ce qu'on voit tout de suite dans ESS On Air. L'actualité de la semaine vue par l'économie sociale et solidaire et par tous les Français, évidemment, c'est avant tout la guerre en Ukraine. Plus de 2 millions d'Ukrainiens ont déjà fui leur pays moins de 2 semaines après l'invasion de leur pays par les troupes russes. Frédérique Freunder, sur votre site internet, lemouvementassociatif.org, comme ça on a donné le nom du site, vous avez communiqué sur l'incompréhension et la colère des associations face à l'agression du peuple ukrainien le 24 février. Et vous dites ceci: aujourd'hui, nous devons collectivement protéger notre liberté et nos démocraties. Pourquoi est-ce que vous l'exprimez comme ça ? Parce que je pense que c'est un sentiment assez largement partagé dans le tissu associatif, mais au-delà très certainement. De toute façon, les associations ne sont que l'expression des citoyens. Hein, donc voilà, c'est ce que cette crise... Bon, les inquiétudes démocratiques, elles existent depuis longtemps et à des niveaux très très divers. En France parfois sur certains sujets, mais évidemment d'une façon qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La guerre qu'on connaît aujourd'hui sur le territoire européen, elle soulève évidemment beaucoup d'inquiétudes. Elle rappelle aussi que la démocratie est quelque chose de fragile, qu'elle peut être menacée par certains très 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 directement, très concrètement. Ce qu'on avait pu oublier. Ce qu'on avait pu oublier, Vous pouvez évidemment. considérer que ça y est, la démocratie était acquise. Évidemment. Et que le travail pour la paix, c'est un travail permanent qui est porté par des associations partout à travers le monde, sous des formes diverses. On a beaucoup de nos membres qui disent aussi cette question de l'éducation à la paix, en fait, et à la fraternité. Il faut qu'elle soit vivante en permanence, et c'est ce que la guerre nous rappelle aussi aujourd'hui. Au-delà de la solidarité qu'il faut évidemment avoir très concrètement avec les Ukrainiens, mais c'est aussi un enjeu de faire vivre la société civile et de la soutenir partout. Et vous dites que la démocratie, la liberté, il faut les protéger collectivement. Vous êtes au mouvement associatif dans cet état d'esprit collectif en permanence. Ah oui, alors le mouvement associatif, c'est un grand mouvement collectif. L'association, c'est avant tout du collectif. Et alors quand on est en regroupement d'associations, etc., oui, le collectif, c'est notre matière première. Et ça nous semble particulièrement important à rappeler en permanence. Voilà, l'association, ça fait vivre le collectif, ça permet d'émanciper l'individu et de lui permettre aussi de travailler avec le collectif. Agir ensemble. Patrick Sapie, chez FAIR, vous aussi, vous avez pris position sur la guerre en Ukraine? On n'a pas pris une position officielle, mais je crois, étant donné qu'on est une association, loi 1901, un regroupement d'acteurs, je peux que me joindre en fait au constat de Frédéric, c'est que effectivement nos démocraties sont fragiles, que les associations participent de la société civile et qu'elles ont un rôle à jouer pour consolider cette démocratie, pour la faire progresser, pour avancer. Et chez FAIR, comme partout ailleurs, après on n'a pas pris une position politique publique
par rapport à ça, mais je crois que comme partout en Europe, en fait, on se joint au mouvement d'abord de solidarité vis-à-vis des Ukrainiens et au concert de protestation de cette invasion russe. Vous n'avez pas pris position. Vous allez le faire ou vous n'avez pas l'intention de le faire? On n'a pas l'intention de le faire, étant donné qu'on est un réseau de praticiens de la finance. Par contre, la finance solidaire peut être un moyen, effectivement, d'aider les Ukrainiens. Ça, on peut y revenir si vous le souhaitez. Mais étant donné qu'on est un réseau de praticiens... Évidemment qu'on va en parler, Patrick Sapie. On n'a pas vocation à prendre une position publique par rapport à ça. Alors l'Ukraine en quelques chiffres, 44 millions d'habitants, 4e exportateur mondial de céréales, 10% du marché mondial du blé, indépendant de l'ex-URSS depuis 30 ans, jusqu'à cette invasion totale du 24 février dernier. Sur cette photo que vous allez voir maintenant, on voit les réfugiés qui marchent vers l'Europe, qui affluent dans la ville ukrainienne de Lviv. Juste avant d'arriver en Pologne, ils sont devant une tente de la Croix-Rouge où ils demandent des soins et de la nourriture. Et puis, sur cette deuxième photo, en France, il y a cette question que chacun se pose. Comment aider l'Ukraine et les Ukrainiens? Alors, comment agir concrètement, effectivement? Eh bien, on va demander à Émilie Josse, qui est journaliste à Mediatico, de nous rejoindre sur ce plateau. Elle a regardé un petit peu partout pour voir quelle forme prend cette solidarité. Bonjour Émilie. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors, comment est-ce qu'on peut agir pour l'Ukraine? Alors, il y a différentes manières d'aider. Déjà, au travers des dons financiers pour soutenir les associations et les équipes qui sont sur le terrain. Plusieurs associations ont lancé d'ailleurs des appels aux dons. C'est le cas de l'UNICEF, la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, l'ONG CARE ou encore l'aide médicale caritative France-Ukraine. Il y a des associations locales également qui lancent des cagnottes pour aider des familles ukrainiennes. Alors ça, c'est pour les dons financiers. Il y a les dons de matériel aussi, parce que les associations qui viennent en aide à l'Ukraine demandent aussi de la collecte de matériel. Alors oui, effectivement, la protection civile et l'association des maires de France ont établi une liste précise des besoins urgents. Ce sont principalement des produits de première nécessité, du matériel médical, des médicaments, des produits d'hygiène et encore des conserves alimentaires. Ils ont aussi dressé la liste des points de collecte. Il y en a 98 en France aujourd'hui et on peut les retrouver sur le site de la protection civile. Et puis il y a des Français qui sont prêts à accueillir chez eux des Ukrainiens, à ouvrir les portes de leur maison. Comment est-ce qu'on fait quand on a envie de pousser la générosité jusqu'à accueillir chez soi une famille en détresse? Alors là, le gouvernement a mis en place récemment une plateforme qui s'appelle « Je m'engage pour l'Ukraine » afin d'organiser l'accueil des réfugiés chez les particuliers. Il suffit donc de remplir un formulaire avec ses coordonnées pour être recontacté. Autre possibilité, sinon contacter directement les associations comme l'aide médicale et caritative France-Ukraine, la Croix-Rouge ou le Secours populaire afin de proposer directement son hébergement et accueillir ainsi les réfugiés ukrainiens. Alors il y a beaucoup d'associations qui sont sur le pont en ce moment, on le comprend bien. Et en même temps, on est en droit de se demander si on peut avoir confiance dans toutes les associations qui demandent de l'aide aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour faire le tri? Alors oui, c'est le problème. Malheureusement, certains profitent du contexte de crise pour détourner l'élan de solidarité à leur profit. On retrouve plusieurs faux sites de solidarité, par exemple, des fausses annonces, des faux profils, des personnes qui se font passer pour des familles ukrainiennes et qui demandent de l'argent aux internautes. Alors, étude récente qui est sortie, d'après Facebook, plus de 2900 publicités avec le mot Ukraine ont été diffusées en France. Donc, méfiance, il peut y avoir des arnaques. Avant de faire des dons, il est conseillé de se renseigner sur l'existence légale de la structure, sur sa date de création et si elle est petite ou grande, pareil. Ça vaut le... Effectivement, pour ces deux raisons-là, voilà. il faut vérifier. Merci beaucoup, Émilie Josse. Merci, Frédéric. Et c'est vrai que moi, j'ai dans mon quartier une association d'aide à l'Ukraine qui s'est créée il y a 10 jours. Et on se demande effectivement si elle vaut le coup. Je suis allé les rencontrer et en réalité, ils font déjà des collectes à la mairie. Et c'est une vraie association qui s'est créée dans l'urgence. Patrick Sapie, j'ai envie de vous demander, ça vous inquiète, vous, ces possibles dérives sur la générosité des Français? Oui, c'est pas nouveau. En l'occurrence, effectivement, les faux profils, les fake news, comme on dit, ou les infox, je ne sais pas quel terme il faut employer de manière officielle. Bien entendu, il y a la marchandisation en fait de la solidarité. C'est un vrai sujet. C'est un sujet qui nous inquiète. Après, il y a des acteurs qui sont très légitimes en fait pour
porter ces sujets-là. Et effectivement, il faut les écouter et les encourager. Mais donc, méfiance, effectivement. Frédéric Pfunder, il y a une charte du don en confiance qui existe. Alors évidemment, vous allez nous expliquer ce que c'est. Avant tout, on peut dire que c'est un instrument qui permet de rassurer les Français qui ont envie de faire un don. Mais sauf que, effectivement, les associations qui se créent dans l'urgence, elles n'ont pas signé cette charte. Bien sûr. Bien sûr. On est dans une situation très particulière, évidemment, mais c'est pas la première fois qu'on est dans une situation de crise humanitaire, etc. Donc, ce type de mouvement, d'immense élan de générosité, il a déjà existé. Là, il se manifeste à nouveau, et c'est évidemment très positif. Donc, l'idée n'est pas du tout de dire oulala, surtout ne faites rien, c'est dangereux. Bon, l'élan de générosité, il est super, et voilà. Maintenant, évidemment, il y a toujours des gens mal intentionnés qui peuvent profiter de ce type d'opportunité. Donc, il y a effectivement quelques précautions à prendre, et on en parlait à l'instant, des conseils un peu pratiques. Le don en confiance, effectivement, c'est une organisation, une association qui s'est créée il y a déjà un certain nombre d'années, une vingtaine d'années, je pense, pour sécuriser le don, les appels à la générosité et mettre en confiance les donateurs. Effectivement, c'est plutôt des organisations installées, forcément, qui rentrent dans ce dispositif qui est très exigeant. Mais ceci dit, il y a des conseils très pratiques et qui peuvent s'appliquer à toute association, qui sont donnés par l'organisation du don en confiance. Donc j'incite les uns et les autres à aller voir le site du don en confiance, ou un site comme Infodon, qui existe aussi, qui est porté par France Générosité, qui permettent de recenser des conseils pratiques. Assurez-vous, vous êtes sur un site sécurisé, regardez effectivement quelle est l'existence légale de l'association. Et puis il donne la liste des associations dans lesquelles on peut avoir confiance. Oui, mais qui n'est jamais complètement... Enfin, ça n'a pas vocation à être exhaustif. Oui. Ni le don en confiance, ni Infodon ne vous disent ne donnez qu'à cela et ne donnez pas à d'autres, parce qu'évidemment, il y a des initiatives qui peuvent se créer et qui sont intéressantes. Mais par contre, les conseils pratiques et le fait de regarder si l'association existe bien, quelle est la cause qu'elle porte vraiment, si elle est dans un réseau ou pas dans un réseau, si le site est sécurisé quand elle fait un appel au don, ça sont des conseils de bon sens. Et juste une chose, encore une fois, cette solidarité, elle va s'exprimer malheureusement, sans doute sur le long terme, en fait. Je le dis comme ça, on est dans la période de l'urgence. Il y a un besoin humanitaire extrêmement rapide. Et là, c'est vrai que les associations, les organisations déjà organisées, déjà sur le terrain, sont quand même celles qui permettent d'être le plus efficaces. Bon, je pense que dans les semaines et les mois qui viennent, on va devoir continuer à venir en aide aux Ukrainiens, et y compris sur notre propre territoire. Et là, les initiatives citoyennes, je dirais presque plus spontanées, trouveront peut-être davantage leur place qu'aujourd'hui, où vraiment les besoins ont besoin d'être clairement identifiés par des acteurs qui sont sur le terrain et qui connaissent la gestion de crise. Et devant l'urgence, Frédéric Pfunder, comment elles s'organisent, les associations ? Alors, il y a beaucoup d'ONG qui ont déjà des réseaux, enfin, qui font partie de réseaux internationaux ou qui ont déjà des interlocuteurs sur place, en fait, ce qui est évidemment toujours plus facile, ou qui ont encore une fois la connaissance des situations de crise et la capacité à aller très vite sur le terrain. Voilà, donc ce sont des organisations, alors on a cité la Croix-Rouge, il y a également CARE, il y a Première Urgence Internationale, enfin, Action contre la faim, bref, tous ces acteurs-là, encore une fois, ont des réseaux qui font qu'ils sont très vite opérationnels. Ils sont opérationnels tout de suite, et ils ont des partenaires qui leur permettent d'agir efficacement. Donc l'organisation, elle va très vite. C'est évidemment plus compliqué pour une petite association, vous l'évoquiez tout à l'heure, qui va se créer là. On voit dans la presse des associations qui disent nous, on envoie 2 voitures la semaine prochaine, apportez-nous des dons, et puis on part en convoi, un petit convoi de 2 voitures, voilà. Et ils vont aider leurs familles qui connaissent dans un village qui ne se trouve pas à Kiev, et voilà, et chacun fait ce qu'il peut, en fait. Chacun fait ce qu'il peut. Ceci dit, c'est quand même mieux de se renseigner sur ce que sont les besoins sur le terrain. Parce qu'on peut aussi des fois envoyer des choses ou se dire de là où on est que ça, telle chose va être utile. Or, ce ne sont pas forcément les besoins qui existent. Acheter des denrées alimentaires ici, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, alors que dans les pays limitrophes de l'Ukraine, on peut trouver ce qu'il faut et que finalement, c'est sans doute plus efficace. Et puis, il y a la question de la coordination des associations entre elles, des ONG, entre elles d'une part, mais aussi avec les collectivités locales qui organisent en ce moment des moments de collecte. Tout à fait. Donc le mouvement se met en place, et évidemment c'est forcément compliqué. Pour les ONG, elles ont une grande habitude de travail, notamment avec le ministère des Affaires étrangères, et donc la coordination, elle se fait plutôt à ce niveau-là, parce qu'on est sur des opérations extérieures. Donc la coordination, elle se fait là. Au niveau du territoire national, c'est vrai que l'Association des maires de France est très réactive et met en place effectivement une forme de coordination, et elle se fait effectivement très localement avec les mairies et avec les préfectures
Et c'est le bon niveau d'organisation. Donc il faut évidemment que les citoyens se tournent vers les associations qu'ils connaissent sur leur territoire, vers les préfets ou vers les mairies. Et c'est comme ça que la coordination peut se faire. Encore une fois, de toute façon, il va falloir penser ça sur du moyen et du long terme. Patrick Sapie, évidemment, on va dire qu'elle ne nous étonne pas, cette générosité des Français, mais quand même, après 2 ans de pandémie, de difficultés sociales, de creusement des inégalités, leur générosité, elle est plus que jamais là. Est-ce que vous la mesurez, vous aussi, dans les réseaux de la finance solidaire, cette générosité des Français aujourd'hui ? Oui, en fait, par un indicateur très simple, c'est que aujourd'hui, vous savez, et c'est un des outils pionniers de l'épargne solidaire, hein, c'est qu'on a commencé avec les livrets dits de partage. Fin 2020, il y a à peu près 2,5 milliards sur les livrets de partage qui sont gérés par différents réseaux bancaires. Vous savez aussi que Finansol, à l'époque de Finansol, a porté un plaidoyer très important pour que le livret de développement durable devienne le livret de développement durable et solidaire, donc avec une partie dédiée à la philanthropie, donc au don. Toute petite partie, Patrick Sapie, ce qui n'est évidemment pas votre faute, c'est la réglementation qui veut ça. Au don, mais c'est important parce qu'avant vous aviez 1,5 million d'épargnants solidaires, maintenant vous parliez à 25 millions d'épargnants solidaires. Donc c'est ça qu'il faut regarder aussi. Et vous savez qu'on porte aussi un plaidoyer pour faire en sorte qu'il soit fait la même chose pour le livret A. Et donc là, vous parlerez à 55 millions de Français qui pourront faire un don avec leur livret. Ça, c'est une proposition qu'on porte dans notre livre blanc. L'effet de levier, il est considérable. Il est considérable. Fin 2020, les dons, c'était à peu près 4 millions d'euros. Donc, c'est pas grand-chose, en fait, hein, compte tenu de l'encours. Mais vous savez aujourd'hui que, en fait, les liquidités sur les livrets ont continué à augmenter. Et donc, je pense que, effectivement, au travers du don solidaire, qui est un élément de l'épargne solidaire, les Français peuvent donner. Il ne faut pas qu'ils oublient. Et le LDDS, il faut aussi, vous le savez, hein, que les réseaux bancaires puissent proposer une liste d'associations aux épargnants. Et là-dedans, vous allez retrouver les grandes associations d'urgence, d'appui humanitaire. Frédéric en a cité quelques-unes qui sont aussi membres de FAIRE, hein, Médecins du Monde, Action contre la faim, qui sont des associations qui peuvent bénéficier des dons solidaires au travers des livrets. Pour résumer, si on doit faire la liste des canaux de la finance solidaire qui permettent d'aider l'Ukraine aujourd'hui, il y a quoi ? Où est-ce que je place mon argent demain matin quand je vais frapper à la porte de mon banquier ? Le livret de développement durable et solidaire, c'est un livret qui est disponible dans tous les réseaux bancaires et qui est accessible à tous les Français. Donc c'est vraiment facile. Vous savez qu'on peut donner les intérêts, mais on peut aussi donner du capital qui est sur son livret, ce qui n'est pas le cas des autres livrets de partage. Donc moi j'encourage effectivement la plupart des Français à puiser dans leur épargne et à donner à l'association de leur choix qui est proposée par leur réseau bancaire. Frédéric Pfründer, un dernier mot sur cette guerre en Ukraine qui renforce, on le voit aujourd'hui, la cohésion européenne sans pour autant déclencher d'actions militaires. Hein. Quel est votre plaidoyer sur l'Europe au mouvement associatif ? Alors, notre plaidoyer sur l'Europe, on milite évidemment avec d'autres acteurs au niveau européen pour une Europe plus solidaire et pour que ces sujets de solidarité et d'économie sociale et solidaire soient plus au cœur des discussions européennes. Je pense que la crise Covid déjà, et aujourd'hui malheureusement la guerre en Ukraine, font réaliser un certain nombre de choses aux acteurs, y compris au niveau européen, et que cette dynamique-là, on espère vraiment qu'elle pourrait être davantage portée dans les mois qui viennent. Et dans votre plaidoyer, vous demandez aussi de faire reconnaître au niveau européen le statut des associations en tant que structure porteuse d'une économie non lucrative. C'est ça. Il y a plusieurs dimensions. Encore une fois, je reviens sur la question de la démocratie et des libertés. La question de la société civile et de la place qui est donnée à la société civile et au dialogue civil en Europe est un sujet important. Ce qu'on a pu observer ces dernières années, c'est ce qu'on appelle un rétrécissement de l'espace civique au niveau européen, d'un certain nombre de pays en Europe, à l'Est en particulier, des mises en danger des associations ou équivalents des associations de cette société civile organisée quant à leur liberté de parole. Et ça, c'est une tendance difficile contre laquelle il faut évidemment lutter. Et voilà, on le disait tout à l'heure, la démocratie, elle doit être préservée en permanence et la société civile organisée, la voie associative, elle fait largement partie de ça. Et puis il y a la question de l'économie. Et effectivement, la reconnaissance de l'économie non lucrative, de cette forme particulière d'économie que portent entre autres les associations, mais assez fortement les associations, elle est assez ignorée au niveau européen, au niveau du cadre réglementaire européen. Et nous plaidons évidemment pour qu'elle soit reconnue à part entière comme une économie productrice de richesse et de solidarité.
Et chez FAIR, Patrick Sapie, quel est votre plaidoyer sur l'Europe ? On a repris les sujets européens depuis plusieurs années maintenant. Alors, vous savez que sur le champ de la finance solidaire ou de la finance sociale, la France est très en avance, on en parlera tout à l'heure. Elle a un modèle, de par son écosystème très structuré, déjà très ancien, qui est envié par beaucoup de pays européens. Donc nous, on porte un plaidoyer pour... en gros, faciliter le financement au travers d'outils financiers spécifiques, des associations, des coopératives, des entreprises sociales, pour qu'en gros, l'impact social augmente. Alors ça veut dire travailler sur la réglementation, sur la régulation. Ça, c'est des travaux de long terme qu'on mène avec la plupart de nos membres. Et on va en parler évidemment, voilà qui nous mène tout de suite à l'actualité de la campagne présidentielle. L'actualité politique à 5 semaines maintenant du premier tour de l'élection présidentielle, elle est à peu près inaudible évidemment compte tenu de l'actualité ukrainienne et pourtant ce premier tour c'est la confrontation des projets de société que nous proposent les candidats, 12 candidats désormais, vous le savez. Emmanuel Macron s'est déclaré et puisque le président sortant s'est déclaré, j'ai envie de vous demander à tous les deux quel est le bilan à vos yeux de son action pour l'économie sociale et solidaire depuis 5 ans. Alors donc vous avez déjà commencé à en parler, vos deux organisations ont publié leurs revendications dans le cadre de l'élection présidentielle. Frédéric Freunder, chez vous, on va voir là la photo de votre plaidoyer. C'est un plaidoyer que vous intitulez « Choisir l'intérêt général » qui comprend 13 engagements pour développer une vie associative ambitieuse. Quel bilan vous tirez de ces 5 ans pour le monde associatif ? L'ambition n'était pas au rendez-vous ? Non. Non, l'ambition n'était pas au rendez-vous. Si on regarde ce bilan du côté vie associative, on a un quinquennat qui a mal commencé, avec un épisode douloureux pour le monde associatif avec la suppression des emplois aidés, la suppression brutale des emplois aidés. Bon, je ne vais pas revenir sur la façon dont les choses se sont passées, mais la problématique est que ça s'est fait vraiment sans dialogue et sans prise en compte des impacts. Donc, on a mal commencé. On a assez mal fini avec un épisode aussi douloureux qui est celui du contrat d'engagement républicain. Là aussi, on n'a pas le temps de détailler, mais c'est un... Rappelez-nous ce que c'est, ce contrat d'engagement républicain. C'est quand même le deuxième point de votre plaidoyer. Oui, alors le contrat d'engagement républicain, c'est une mesure qui a été prise dans le cadre de la loi confortant le respect des principes de la République. L'objectif d'ensemble de la loi, on peut le partager, c'est la lutte contre les séparatismes et le monde associatif est impliqué sur ces questions de cohésion nationale et de cohésion sociale. Le choix qui a été fait dans ce texte, c'est d'imposer la signature par toutes les associations qui demandent des subventions d'un contrat d'engagement républicain qui pose un certain nombre de principes. Alors quand on liste les principes, on se dit il n'y a pas de problème, parce que globalement, il faut respecter l'égalité, la fraternité, la liberté, évidemment. Et il faut respecter les lois de la République, ce que font une très grande majorité d'associations. Mais concrètement, il faut montrer patte blanche. Mais concrètement... Et c'est ce principe-là qui vous dérange. C'est ça, et c'est ce qui nous dérange surtout, c'est que l'administration, du coup, est fondée à venir vérifier un certain nombre de principes tels que la liberté, l'égalité, la fraternité, qui sont des principes à valeur constitutionnelle et qui sont du ressort du judiciaire. Et au fond, à soupçonner aussi la sincérité des associations. C'est une forme de défiance. Nous, on l'a vécu très clairement. Les associations le vivent pour beaucoup d'entre elles comme un signe de défiance. Il faut d'abord montrer à l'administration patte blanche. Et puis historiquement, c'est très compliqué en fait. Historiquement, ça remet aussi un peu en question cette question de la liberté d'association, qui est quand même un de nos grands principes républicains et qui a fait la force de la République depuis plus d'un siècle. Sans contrôle a priori. Évidemment, un contrôle a posteriori, comme pour tout le monde, mais pas de contrôle a priori des associations. Et là, on revient un peu là-dessus. Donc aujourd'hui, vous voulez plus d'ambition. On veut plus d'ambition, puis on veut plus de confiance surtout. On veut une relation de confiance et la pleine reconnaissance de ce que les associations, dans toutes leurs activités, dans toutes les activités qu'elles portent, y compris de contestation, parce que c'est aussi une force de la démocratie, soient vraiment reconnues comme des interlocutrices. Et non pas comme des prestataires d'un État qui peut parfois être défaillant. Donc c'est vraiment ça l'ambition, c'est qu'on soit des partenaires et reconnus pleinement, à part égale, comme des partenaires de l'action publique. Patrick Sapie, de votre côté, FAIR a publié aussi son livre blanc 2022, qu'on va voir en photo également. 10 propositions pour promouvoir la finance à impact social, dont vous dites qu'elle apparaît comme une solution aux défis sociaux et environnementaux, mais qu'elle nécessite une volonté politique forte.
Quel bilan vous tirez, vous, de la présidence d'Emmanuel Macron pour la finance d'impact ? Vous trouvez que la volonté politique n'a pas été assez forte ? En miroir avec ce que vient de dire Frédéric, ça avait mal commencé parce que, en l'occurrence, on a porté un certain nombre de propositions auprès du candidat Macron en 2017 dans le cadre du livre blanc précédent, en l'occurrence. Et je dois dire que sur 2 sujets, je vais prendre 2 exemples, ça n'a pas été facile. Le premier, c'est dans le cadre de la loi Pacte, on a dû se battre en fait pour que, au travers des contrats d'assurance vie, il puisse y avoir une unité de compte solidaire. L'Assemblée nationale avait supprimé cette disposition. Ce sont les sénateurs, en l'occurrence, qui, grâce à notre plaidoyer, ont pu réactiver ce point-là. Elle avait supprimé la disposition du projet de loi. Absolument. Pas de l'existant. Pas de l'existant, absolument. Mais on a dû quand même se battre pour réactiver cette unité de compte solidaire qui apporte finalement des ressources pour les acteurs de l'économie sociale et des ressources citoyennes. Donc ça, c'était un premier point important. On a dû, et ça aussi, on a mené un combat acharné avec nos amis de SS France, ferraillé dur, pour que les décrets d'application du livret de développement durable et solidaire, qui avaient été prévus dans le cadre de la loi Sapin 2, donc dans la mandature précédente, qui n'était toujours pas publiée au journal officiel, on a dû aller en contentieux avec le gouvernement pour que ces décrets soient publiés. Donc effectivement, ça avait mal commencé. Alors après, il y a des choses plutôt positives. On a eu pendant toute la mandature, sous des formes différentes, effectivement un représentant, alors d'abord un haut commissaire, après une secrétariat d'État de plein exercice au travers de... Qui s'est bagarré, qui s'est bagarré, absolument, et qui était responsable, pour le coup que j'ai trouvé moi personnellement dans le cadre des combats portés par FAIRE plutôt à l'écoute de nos propositions. Et elle était à Bercy, ça aide. Bien sûr, c'est une des propositions de nos amis de CES France également, dans le cadre de leur plaidoyer. Je ne sais pas si vous allez les recevoir, mais dans le cadre de leur plaidoyer, c'est effectivement un peu sacraliser ce poste de plein exercice à Bercy. On va les recevoir. Voilà. Effectivement, alors ça, j'ai trouvé ça intéressant dans votre livre blanc. En fait, vous avez 10 propositions, dont plusieurs que vous avez reprises ou co-construites en partenariat avec d'autres acteurs du secteur de l'économie sociale et solidaire. Oui, bien sûr, on fait partie d'un écosystème. Il se crée des alliances finalement assez naturelles. On est membre également de SS France, donc il est complètement naturel qu'on porte un certain nombre de propositions ensemble. Alors, il y a certaines de vos propositions qui sont orientées grand public, renforcer l'épargne solidaire réglementée, développer les monnaies locales, il y en a déjà 82 en France, créer un label européen de la finance solidaire pour inspirer davantage confiance, j'imagine. Bon, le grand public, c'est quoi ? C'est la clé de la réussite, en fait, pour le développement de la finance solidaire demain ? Moi, je pense que ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, les citoyens sont la base du développement de la finance solidaire. On s'est appuyé en fait sur l'épargne citoyenne pour pouvoir la développer. Après, il faut des outils, il faut des acteurs, il faut des collecteurs. Bien entendu, ils sont chez FAIRE, mais on parle d'abord aux citoyens. Vous savez, l'épargne solidaire, aujourd'hui, c'est 0,36% du patrimoine financier des Français. Justement, c'est probablement sur les citoyens que va s'appuyer le développement de la finance solidaire. Est-ce qu'on peut aussi appuyer sur les citoyens la transformation de l'économie, du système économique dominant? Ce qu'on voit, on a fait une étude qu'on va essayer de ressusciter dans les années qui viennent. On a fait une étude en 2014 sur qui sont les épargnants solidaires. Les épargnants solidaires étaient à l'époque, alors les chiffres dataient de 2012 quand on avait fait l'étude, donc ils ont 10 ans. En l'occurrence, moi je pense qu'il y a eu un vrai mouvement citoyen autour de ces sujets financiers. D'abord, il y a plein d'initiatives nouvelles qui ont surgi. Il y a le crowdfunding évidemment qui ont mobilisé les citoyens. Donc je pense que le visage de l'épargnant ou de l'épargnante solidaire aujourd'hui, ce n'est pas du tout le même qu'il y a 10 ans. Et il y a d'autres formes de philanthropie qui sont aussi apportées par les nouvelles technologies. Et puis l'engagement citoyen, moi je trouve que l'engagement citoyen est formidable, notamment dans les territoires. Vous savez, je rencontre beaucoup de financeurs et d'investisseurs qui me disent souvent, ils se reconnaîtront, il n'y a pas suffisamment de projets. Moi, j'en croise tous les jours, en fait. Il y a plein d'initiatives qui prennent des formes différentes. Alors, effectivement, il faut les accompagner, il faut les faire changer d'échelle. Il faut, en fait, orienter l'épargne pour que, en gros, elle puisse financer ses projets à long terme. Mais des projets, il y en a partout. Je crois que c'est pas Frédéric qui va me contredire. Alors on va lui demander, mais c'est quoi juste une parenthèse, c'est quoi les nouvelles formes de philanthropie dont vous parlez qui se développent grâce au numérique? Vous savez, vous avez plein de dons maintenant que vous pouvez faire en ligne. Vous avez aussi des micro-dons. Vous rajoutez quelques euros qui vont aussi à une association quand vous faites des achats. En fait, les nouvelles technologies permettent en fait de massifier la philanthropie. Et ça, je trouve que c'est un point intéressant.
Alors Frédéric Fronder, par définition, le mouvement associatif aussi, lui, il s'appuie sur le grand public, sur les bénévoles. Et dans votre plaidoyer, le soutien financier des initiatives citoyennes est important. Vous demandez notamment, j'ai noté ça, un crédit d'impôt pour tous, et vous demandez un fonds de soutien aux initiatives citoyennes. Vous pouvez nous expliquer ce que sont ces deux points-là ? Oui. Alors le crédit d'impôt, c'est assez simple. C'est qu'aujourd'hui, quand vous faites un don à une association ou une cotisation pour une association d'intérêt général, vous avez droit à une réduction d'impôt. Donc par essence, ça s'applique aux personnes qui payent des impôts. L'idée, c'est que ça puisse devenir un crédit d'impôt, c'est-à-dire que toute personne puisse en bénéficier, même quand elle n'est pas imposable, parce que c'est aussi une incitation à donner et que reconnaître l'engagement de tous, imposable ou non imposable, est une nécessité et un geste important. Et on sait que les personnes qui gagnent moins d'argent que les autres ne sont pas moins généreux que les autres. Absolument, et pas moins engagés. Donc voilà l'idée de cette proposition. Le fonds de soutien aux initiatives citoyennes, c'est un peu particulier. On revient à cette question de la démocratie, en fait. Évidemment, le mouvement associatif porte l'importance du fait associatif. Le fait associatif, ce n'est pas qu'une association sous statut associatif. C'est aussi le collectif, on y revient, cette question du collectif. Et des habitants qui, ensemble, ont envie de porter une parole face à un projet sur leur territoire, de donner leur avis sur un territoire, de mettre en place une initiative, sans forcément être constitué en association, il faut aussi que ça puisse être soutenu, il faut qu'ils trouvent les moyens de pouvoir s'exprimer, agir. Donc c'est pas forcément besoin de beaucoup d'argent, mais peut-être juste un tout petit peu pour pouvoir... C'est pas le rôle de la mairie de financer ça ? Alors ça peut arriver, mais certaines mairies vont le faire et puis d'autres ne vont pas le faire. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il puisse y avoir une reconnaissance de cette énergie de participation, de cette envie de participation de tous, et qu'il puisse y avoir un fonds qui vienne compléter finalement ce que fait la démocratie représentative, qui est évidemment importante, mais qu'on reconnaisse encore une fois cette envie de participation des citoyens et ce que ça apporte à notre activité démocratique. Alors Frédéric Fronder, j'ai été surpris de voir dans votre plaidoyer deux revendications traditionnelles chez vous sur le soutien à l'emploi associatif, sur la création de nouveaux indicateurs autres que le PIB pour reconnaître la valeur ajoutée sociale de l'action associative. Ces deux propositions qui n'arrivent qu'à la fin de vos propositions. Qu'est-ce qui est devenu plus important dans votre plaidoyer aujourd'hui ? Alors, nos propositions ne sont pas mises par ordre d'importance. Ah, d'accord. Il n'y a pas de classement. Il n'y a pas de classement de 1 à 13. Elles sont toutes importantes. Voilà. Elles sont toutes importantes et toutes différentes. Le monde associatif est très vaste, très divers, et les besoins sont très divers. Donc, on ne peut pas avoir une proposition pour le monde associatif parce qu'on n'arrivera pas à répondre aux besoins de chacun, en fait. Donc, les 13 propositions portent sur des aspects assez différents. Il y a d'abord un axe autour de cette question de la relation de confiance que j'évoquais, qui est vraiment importante pour nous. Donc, pouvoir avoir un dialogue, avoir une politique de vie associative. Une politique de vie associative, ça veut dire mettre des moyens pour le renforcement de la vie associative. C'est autre chose que les subventions qui peuvent être accordées aux associations de façon sectorielle. Vous demandez même une loi de programmation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans ? Qu'est-ce qu'il y a dans la loi ? Qu'est-ce qu'elle va permettre de faire ? Une loi de programmation, ça veut dire porter une ambition pour le quinquennat et donner une visibilité sur des crédits de soutien à la vie associative. Aujourd'hui, le soutien à la vie associative, ça passe essentiellement par le Fonds de développement de la vie associative, pas grand monde ne connaît, qui s'appelle le FDVA, qui est incroyablement sous-doté. Qui permet de former les associations. Bien, justement, normalement, il y a effectivement une partie de ce fonds qui est attribuée au soutien à la formation des bénévoles. C'est 8 millions d'euros. Il y a 20 millions de bénévoles en France. C'est 8 millions d'euros. Donc, on est sur des choses absolument ridicules. Voilà. Donc, évidemment, les associations mettent au pot très largement, donc ça n'est qu'un soutien de l'État, voilà. Mais c'est absolument ridicule. Donc, c'est ce type de choses. Voilà. La loi de programmation, elle doit marquer une ambition, poser une augmentation de crédit et une augmentation dans la durée. Et puis, vous demandez une présence forte au gouvernement de la représentation associative. Donc, vous aviez Patrick Sapie, Olivier Grégoire autour de la finance responsable et de l'économie sociale, solidaire et responsable en général. Et en fait, on avait Sarah El Haïry au gouvernement qui portait la voix des associations. Oui, on a toujours, parce que l'élection présidentielle n'est pas encore passée. Vous avez raison, le gouvernement n'a pas changé. Mais alors, vous demandez quoi ? Un ministre de plein exercice en charge de la vie associative ? Alors, nous, on ne va pas forcément rentrer dans la cuisine gouvernementale, je dirais. Ce qui nous importe, c'est un interlocuteur fort qui soit en capacité de porter une parole interministérielle
parce que nos sujets, ils sont fortement interministériels. Bon, vous le citiez dans notre plaidoyer, on parle de l'emploi, on parle de l'économie, on parle de l'engagement. Bon, c'est des sujets qui sont vraiment transversaux. Donc on a besoin d'un interlocuteur fort, reconnu au sein du gouvernement, qui puisse porter ces sujets-là. Je reviens juste sur l'ESS. Les associations, c'est 80% de l'ESS. Donc évidemment qu'on est aussi en interlocution avec le secrétariat d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, et que ça nous semble important qu'il y ait un interlocuteur qui puisse avoir l'oreille de Bercy, parce que c'est le nerf de la guerre, est là. Donc voilà, tout ça doit réussir à se poser en complémentarité, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une reconnaissance au sein du gouvernement, que le président de la République, bien sûr, ou la présidente de la République, et le Premier ministre ou la Première ministre reconnaissent cette importance de la vie associative dans notre pays, et mettre au sein du gouvernement une personne avec qui on puisse discuter, qui ait surtout les moyens des arbitrages derrière. Il nous faut une première ministre en France, Frédérique Freunders ? Oh bah oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il serait temps. Il serait temps. Donc, 30 ans. Après Edith Cresson. Ça fait 30 ans. Ouais, je pense en tout cas que c'est une option qui devrait être très, très, très sérieusement étudiée, évidemment. Patrick Sapie, de votre côté, on trouve dans votre livre blanc plusieurs propositions fortes sur la transformation de l'économie. Changer la comptabilité des entreprises pour intégrer le coût de leurs dégâts sociaux et environnementaux. Créer un fonds pour la conversion des entreprises privées à l'économie sociale et solidaire, ou encore autoriser les investisseurs institutionnels à financer les entreprises à forte utilité sociale. Est-ce que ces propositions sont de nature à changer le modèle économique dominant ? Sans doute, parce qu'aujourd'hui, par exemple, je prends le dernier exemple que vous avez mentionné, les investisseurs institutionnels, notamment ceux qui gèrent les retraites, par exemple, ne peuvent pas, pour des raisons réglementaires, investir ne serait-ce qu'une toute petite partie dans l'économie sociale et solidaire. Alors moi j'ai découvert ça, je ne comprends pas. C'est quoi cette réglementation qui l'empêche ? En fait, c'est l'AMF, c'est une réglementation. Alors c'est à la fois une réglementation européenne et une réglementation française pour protéger l'épargnant. En l'occurrence, c'est ce qui est, c'est un des éléments qui explique pourquoi la fameuse poche solidaire des fonds 90-10, désolé de rentrer un peu dans la technique. C'est-à-dire qu'il n'y a que 10% qui sont vraiment fléchés vers la solidarité. Donc 90% est placé en bourse, sachez-le. Absolument. Généralement, alors pour être labellisé Finansol, il faut qu'il y ait un contrôle de cohérence. Donc la poche solidaire est bien solidaire, et par contre tout le reste, les 90%, doivent être gérés ESG ou labellisés ISR. Donc ça, c'est important. Quand est-ce qu'on passe à 80-20 ou à 70-30 ? Alors ça demande effectivement de faire bouger des régulations à la fois françaises et européennes. Donc le chemin va être long. Je ne dis pas que ça va être facile. Le chemin va être long. Mais aujourd'hui, globalement, ça fait à peu près 20 ans, d'abord au travers de l'épargne salariale, puis maintenant sans doute au travers de l'assurance vie, que les fonds solidaires se sont développés. Il n'y a pas eu de faillite majeure, il n'y a pas eu de scandale majeur, en l'occurrence, sur les fonds solidaires qui continuent la progression à un rythme effréné. C'est une croissance à 2 chiffres chaque année, plus 25% en matière de collecte. Donc ça, c'est important. Et donc, ça demande effectivement un travail de plaidoyer très technique important. Mais pour les investisseurs institutionnels, ça c'est un fait. Aujourd'hui, en France, notamment pour protéger les retraites et l'argent des Français sur les retraites, eh bien, l'investissement dans le non-coté, donc dans les projets d'utilité sociale, est très réglementé et très limité. Et donc nous, on voudrait faire bouger ce verrou parce que c'est celui qui a permis le développement des fonds solidaires pour les gestionnaires d'actifs plus classiques. Patrick Sapie, on se projette dans 2 mois. Après le 2e tour de l'élection présidentielle, vous avez le président de la République ou la présidente de la République devant vous. Si vous n'avez qu'une seule chose à lui demander, c'est quoi ? Alors je ne vais pas rentrer dans les techniques et les propositions du livre blanc, mais en gros, Monsieur le Président ou Madame la Présidente, la France dispose d'une avance considérable en matière de finances solidaires. On a un modèle qui est envié par tous les pays européens. Il faut continuer d'avancer, d'innover, de faire bouger les cadres réglementaires pour conserver et accroître cette avance de manière à ce que l'épargne solidaire représente 1%. 1%, c'est pas beaucoup, de l'épargne des Français au terme de votre mandature. Au lieu de combien aujourd'hui ? 0,30, donc il faut multiplier par 3. Frédérique Freunders, même question. Vous avez le prochain président ou la prochaine présidente de la République devant vous. Vous n'avez que 30 secondes pour l'interpeller. Si vous n'avez qu'une seule chose à lui demander, qu'est-ce que c'est ? J'aime pas du tout cette question. Je le savais, mais j'aime pas du tout cette question.
Je pense que je reviendrai sur la question de la qualité du dialogue et de la confiance. C'est presque une question qu'on lui posera. Comment travaille-t-on ensemble pour les 5 ans à venir pour porter ensemble un projet de société plus solidaire et plus juste? Et vous attendez quoi précisément? J'attends une relation partenariale en retour qui nous dise oui, nous travaillerons ensemble dans le dialogue et vous êtes à part entière des interlocuteurs pour construire cette société de demain. Allez, on passe tout de suite à l'actualité de nos invités. C'est l'actu des acteurs de l'ESS. Frédéric Pfrunder, votre actualité, c'était en début de semaine la rencontre du mouvement associatif avec les différents candidats à l'élection présidentielle. On y revient. Retransmis sur Facebook et sur Twitch. Quelle surprise! Vous êtes super moderne. Ouais. Bon, dites-nous quels sont les candidats qui vous ont paru le plus à l'écoute et les plus en phase avec vos propositions? Alors c'est toujours évidemment un peu compliqué parce que c'est un exercice contraint. Donc 7 questions, voilà. Nous n'avions pas tous les représentants des candidats, puisqu'il y en avait 6. Il y avait 6 sur scène, ce qui est déjà pas si mal. Clairement, on a quelques points d'accrochage, et notamment sur le contrat d'engagement républicain qu'on a évoqué, et qui est quand même un sujet important pour nous, avec En Marche, et avec les représentants de la République En Marche, et avec les représentants des Républicains, avec lesquels on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ce que je soulignerais quand même, c'est que tous les représentants des candidats ont affirmé qu'il était très important de travailler avec les associations. Après, il y a évidemment des nuances. Ils ne vont pas dire le contraire s'ils viennent à votre invitation. C'est vrai, mais ceci dit, ils l'ont dit devant plein de témoins, donc nous les prendrons au mot pour la suite. Ça, c'est certain. Maintenant, effectivement, sur la reconnaissance de l'économie non lucrative, je pense qu'on est plus en phase globalement avec la partie gauche de l'échiquier politique, c'est certain. Bon, voilà. Néanmoins, je pense que quand même, notre discours et nos idées progressent aussi du côté de la République En Marche et des Républicains. En tout cas, je veux le croire. Alors, les sondages ne font pas l'élection, mais les sondages ne donnent pas beaucoup de chance à la partie gauche de l'échiquier politique. Est-ce que vous vous préparez à travailler dans les 5 ans qui viennent avec plus de difficultés que vous n'en avez eu ces 5 dernières années, ou vous pensez que ça va être la même chose? On espère que ça va s'améliorer, surtout. On espère que ça va s'améliorer parce qu'encore une fois, je disais au début, je pense que les crises diverses et successives qu'on vit montrent quand même la nécessité d'un changement et d'une attente de changement de la part des citoyens aussi. Et les associations ont une place forte à jouer dans ces transformations. C'est ce qu'on porte. On veut croire que le président de la République actuel l'entend quand même un peu. Et qui, s'il devait être là pour un nouveau quinquennat, il le prendra en compte. En tout cas, on fera tout pour que ça soit le cas, évidemment. Patrick Sapie, dans la finance, l'actualité, c'est plutôt la taxonomie européenne. C'est une grosse bible, une grande liste des activités économiques qui sont jugées positives pour le social et l'environnement. Alors cette taxonomie, Patrick Sapie, ça y est, elle est adoptée ? Non, elle n'est pas adoptée. En fait, il y a eu un certain nombre de recommandations, et notamment un rapport final de la plateforme de la finance durable qui a été remis à la Commission, qui doit maintenant prendre des décisions. Donc ça va prendre encore quelques mois. Je dois vous dire que c'est assez décevant par rapport à ce qu'on espérait, parce que, en fait, je crois que les propositions, compte tenu en fait, des pratiques différentes en matière de finances sociales des différents pays européens ou d'écosystèmes sociaux des différents européens, en fait, on a essayé de choisir les plus petits dénominateurs communs et principalement axé sur ce qui est un élément extrêmement important, l'amélioration du niveau de vie des salariés, en l'occurrence, et pas au développement d'écosystèmes produisant de l'impact. Le plus petit dénominateur commun, ça veut dire que là encore, on manque d'ambition à l'échelle européenne. Voilà, exactement. Moi, je pense que si on devait qualifier ce rapport durable, donc il y a eu une consultation de la Commission européenne qui a eu lieu l'été dernier, pour laquelle nous avions sollicité nos membres et pour laquelle FAIRE a répondu. On avait aussi espéré en fait que les sujets sociaux et environnementaux pourraient être réunis dans une taxonomie commune. Donc on va bien avoir 2 taxonomies différentes. Une sociale, une environnementale. Une sociale, une environnementale, avec des objectifs sociaux, j'allais dire, peu ambitieux, voilà, qui se limitent à qui se bornent à limiter les effets négatifs plutôt que de créer des effets positifs. C'est un résumé assez rapide, mais du coup, c'est effectivement assez décevant. Taxonomie environnementale,
gouvernementale qui intègre désormais le nucléaire à la demande d'Emmanuel Macron. Oui, le nucléaire et le gaz, en fait. Il ne faut pas oublier, parce que du coup, l'actualité du gaz, en ce moment... énergie fossile. Effectivement. Hein, donc positif comme énergie, ou pas pour comme énergie de l'environnement, transition. c'est quand même En fait, très comme curieux. énergie de transition, en fait, hein, pour ce qui est du gaz, hein, on l'a vraiment qualifié comme énergie de transition. Donc, en fait, il va y avoir un certain nombre d'indicateurs qui mettront assez la pression, hein, sur l'investissement dans des sociétés gazières. Mais effectivement, le nucléaire, mais ça, c'est le résultat de compromis à 27. Hein. Vous êtes déçu ? Oui, un petit peu. Merci à vous. Dernière ligne droite avant de conclure cette émission. Et donc pour terminer cette édition de ESS On Air, 1 minute chacun pour l'information positive que vous avez envie de partager avec nous. Patrick Sapie, c'est quoi votre info positive ? Moi, j'avais envie de partager les nouvelles suivantes. C'est que, en fait, depuis un certain nombre de mois, voire une petite année, on se rend compte que la finance solidaire pourrait devenir mainstream. Donc, c'est mon info positive du jour. Pourquoi ? Parce que, en fait, on se rend compte que les acteurs financiers majeurs, donc les banques, les compagnies d'assurance, qu'elles soient sous forme commerciale ou coopérative ou mutualiste, sont en train de développer et de décliner véritablement une offre solidaire dans toute leur gamme. Et donc, je pense que si toutes les banques, tous les assureurs ont une offre solidaire, et bien petit à petit, cette offre solidaire va se distinguer du reste. Il faudra continuer à faire des efforts de formation, de sensibilisation, de mieux faire connaître auprès du grand public. Ça, c'est le boulot de faire, en l'occurrence. Mais c'est un signe très positif que cette finance solidaire, qui a plus de 30 ans maintenant, se développe d'une manière extrêmement positive dans nos écosystèmes financiers plus classiques, j'allais dire. Frédéric Frender, de votre côté, pour le mouvement associatif, l'information positive de la semaine, c'est quoi ? Alors moi déjà, je suis très contente de la bonne nouvelle de Patrick Sapie, parce que c'est évidemment une bonne nouvelle pour le monde associatif aussi. Notre bonne nouvelle, c'est on a lancé il y a quelques semaines un prix, la 2e édition du prix Les Valdec, les prix du mouvement associatif, pour mettre en avant, valoriser des initiatives, des pratiques associatives, pas des initiatives, des pratiques associatives, donc des choses que les associations font en leur sein, qui nous paraissent inspirantes en termes d'engagement, d'emploi, de coopération, de numérique. On a reçu plus de 300 dossiers de candidature. Bravo. Voilà, donc on est très contents. C'est une richesse extraordinaire de lire tous ces dossiers et de voir tout ce que font les associations, alors non seulement dans leurs projets vers les autres, mais aussi pour progresser en leur sein. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. On voit bien que la question de la pratique est quelque chose d'extrêmement intéressant. Le 23 mai, on remet les prix, donc ça sera un bel événement, j'espère, mais on est déjà très contents de toute l'attention que les associations ont portée à cette initiative. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Mediatico. C'est la fin de cette édition de ESS On Air. Merci à vous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, dites-le sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter sur mediatico.fr. C'est gratuit. Ça vous permettra de suivre toute l'actualité de l'économie sociale et solidaire et de l'économie à impact. Prochain rendez-vous dans 2 semaines sur ce plateau avec France Générosité et le Centre français des fondations. D'ici là, restez positifs et solidaires. Merci à vous.